Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Les idées radicules. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Michael. Salut! Et moi-même, Jean-William Côté. Puis, on vous a préparé un petit épisode bien spécial qui est très intéressant puis qui nous touche beaucoup. On parle ici de projets communautaires, puis de leurs effets, dans le fond, bénéfiques sur la communauté, sur la société en général. Puis pour parler de ça, aujourd'hui, on a deux invités très cool. On a avec nous Hervé Larose et Laura Molina. Donc, comment ça va? Ben, ça va bien. Oui, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, un petit peu nerveux. C'est normal. C'est normal. Je suis nerveux, moi, avec. On est tous nerveux. Est-ce que vous voulez, tour à tour, vous présenter un peu qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ouais. Ben oui, moi, je m'appelle Hervé Larose. Je travaille à Provert Sud-Ouest. Yes. C'est un organisme en environnement, surtout. Puis là, tranquillement, on est en train de prendre une vision agriculture urbaine, puis intégration aussi des jeunes là-dedans. Yes. Ça fait qu'on a monté des projets, puis en fin de compte, je monte des projets en agriculture urbaine avec Provert. Puis je pense que je vais avoir la chance d'en parler plus abondamment. Encore. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça, tu sais, vu que le monde ne le savent pas encore, mais moi, dans le fond, je fais partie de ce programme-là, dans le fond, chez Provert Sud-Ouest. Donc, c'est pour ça que moi et Hervé, on se connaît quand même bien, puis c'est mon ami / patron. Oui, ça ressemble à ça, mais pour l'instant, c'est pas vraiment patron, là, mais j'aimerais ça que ça le devienne. Ça se peut bien, on dirait bien. Ça serait cool, ça serait cool. Puis toi, Laura? Moi, c'est Laura Molina. Puis je travaille chez Alvéole. J'ai été apicultrice urbaine. Puis j'ai travaillé surtout avec le projet Miel de Bono, où on prend soin des abeilles avec des personnages itinérance. C'est vraiment cool. J'en ai hâte d'en jaser aussi. Ah oui. Quand même, je vais commencer un peu avec toi, Hervé, juste à savoir, tu pourrais-tu nous développer un peu plus, finalement, savoir c'est quoi Provert, le projet Provert Sud-Ouest. Ouais. Okay. Mais le projet Provert Sud-Ouest, les projets en agriculture urbaine en tant que tel, ça part du fait qu'on a, depuis des années, au Parc Angrignon, disons, on a un jardin qui est un jardin collectif, où on travaille avec la population, puis on choisit les variétés qu'on veut planter, etc., etc. Il y a, l'année dernière, un peu, mais l'hiver avant, il y a comme 2 ans, il y avait une subvention offert par la DRSP pour réussir à alimenter, en fin de compte, en sécurité alimentaire, puis on a participé. L'idée, c'était de développer ce jardin-là qui a une certaine superficie intéressante, puis de fournir, puis de produire de façon bio-intensive le plus possible, puis redonner ces denrées-là à la communauté. Ça veut dire qu'on a fait une première année, c'est déjà starté. Par la suite, le projet, on a eu la chance aussi de créer un projet en intégration sociale, en réinsertion, etc., etc. Puis ça a fini par marcher. Ça veut dire que ce jardin-là devient un plateau de travail, d'une certaine façon, pour des jeunes en insertion socio-professionnelle. Ça fait que, moi, je dirais des jeunes qui ont le goût de connaître d'autres choses aussi, puis souvent qui savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, juste pour l'instant, puis ils ont de l'intérêt, puis ils viennent se raccrocher à ça. Ça fait que... Ils sont en transition aussi. Oui, ça, c'est une transition. Ouais. Ça fait que... Au départ, on avait ce projet-là. Les deux projets sont comme imbriqués ensemble d'une certaine façon. Puis, ce qui est intéressant, ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de la pandémie, on le sait, on avait planifié un projet d'été, comme l'été passé. Mais il n'y a pas eu lieu. La pandémie a tout pris la place et tout et tout. Mais le ministère du Travail est arrivé avec la subvention, mais à l'automne. Ça fait que là, on avait une subvention, sauf que nous autres, d'habitude, on fait de l'agriculture. On fait du maraîcher, surtout en plein été, en pleine ville. Mais là, il faut réfléchir à d'autres choses. Ça fait que là, c'est là qu'on a apporté différents éléments. On a décidé de dire, bon, on a des ruches à Provert. Ça fait que on va prendre
ces ruches-là, puis on va en faire des ateliers. Mais vu qu'on ne peut pas vraiment aller sur le terrain ou on peut y aller un petit peu, on a décidé d'embarquer dans tout ce qui est transformation des produits. Puis on a monté un volet apiculture, un volet hydroponie, un volet maraîcher, puis en sériculture. Ça veut dire que ça fait une cohorte d'hiver de 26 semaines où on touche un peu à tout. L'idée, c'est d'être émerveillé. L'idée, c'est de donner le goût. L'idée, c'est de sortir, de démontrer que c'est diversifié, puis ça peut être complexe, puis ça peut... on arrive à de quoi, au bout, au final. C'était vraiment ça, l'idée de ça. Bon, là, si je continue à en parler, là, on est rendu là. On est rendu à la 2e année du projet qui s'appelle Salsa, le projet où on fait des légumes, où on a un projet d'insertion imbriqué à ça, qu'on veut continuer à garder. Sauf qu'à un moment donné, les subventions, ça l'arrête. Ça fait que... Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment de continuer notre mission. On veut produire sur ce territoire-là des légumes qu'on va redonner gratuitement à la communauté. Ça, c'est vraiment essentiel. Puis pour ce faire, mais à un moment donné, on doit structurer un peu le projet. Ça fait qu'on a trouvé une terre à Mascouche sur un projet communautaire. Puis là, on va développer de façon plus structurante le projet qui va nous permettre de continuer toujours notre mission, pas à Mascouche, mais aux Orioles, avec les jeunes en insertion socio-professionnelle. Ça fait que cette année, là, on vient d'avoir une autre subvention où on va développer un projet à Angrignon, pas à Angrignon, à Mascouche, pour faire survivre, je dirais ça même vraiment, Ariel. C'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu as comme des Orioles qui est vraiment le terrain d'apprentissage des jeunes, mais qui est aussi en même temps le lieu où vraiment les récoltes vont être données à la communauté. Puis Mascouche pourrait être comme un peu plus la plus grosse terre, justement, qui là pourrait faire vivre aussi un peu le projet, réinjecter des fonds aussi. Oui, c'est ça un peu. Il faut que ça soit structurant. Il y a une partie des récoltes qu'on va faire à Mascouche qu'on va redonner aussi, à la communauté. Ça veut dire qu'on va augmenter nos partenaires. Là, présentement, on a peut-être une dizaine de partenaires. Là, avec le projet, on va en avoir une quinzaine, une vingtaine. Ça fait que là, on va vraiment être pertinent au niveau du panier d'épicerie. On va être vraiment pertinent au niveau aussi de ces entreprises-là, qui souvent, même cette année, on l'a vu, ont eu de la misère à s'alimenter avec des produits. Puis ce qu'on apporte, c'est vraiment des produits frais. C'est des produits de super qualité. Exact, ça, c'est le fun. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Ça fait que... je pense que la DRSP, la Ville de Montréal, tout le monde nous supporte là-dedans, puis on va continuer, puis on va structurer ça. Puis quand tu dis la DRSP, c'est... Direction de la santé publique. Direction de la santé publique. OK. Ben non, c'est cool. Bon. Puis vite fait, quel genre, vos partenaires, ça ressemble à quoi environ? Ben, nos partenaires, c'est des organismes en sécurité alimentaire à la base. C'est vraiment ça qu'eux autres alimentent, vont atteindre directement les populations les plus vulnérables au niveau de la nourriture. C'est vraiment ça le but. Puis par la suite, on a aussi des épiceries solidaires, comme on peut dire, ou des coopératives alimentaires, puis tout ça. Mais eux autres, on ne va pas leur donner. Eux autres, on va leur fournir des légumes, ce qu'ils veulent, mais à des prix vraiment compétitifs. C'est vraiment ça l'idée. Puis là, il y a un 3e niveau aussi, c'est de fournir des paniers solidaires à des populations qu'on peut dire mieux nanties, qui vont participer à cet effort-là pour faire en sorte de rouler. Ça veut dire qu'on va produire des paniers qui vont être au prix coûtant d'un panier, qui vont faire en sorte que cet argent-là puisse être réinvesti dans la formation avec les jeunes aussi, puis dans les dons qu'on va faire aux autres organismes c'est merveilleux. Communautaires. Vraiment beau. C'est toute une idée. C'est vraiment intégré. De plus en plus, c'est ça qui arrive. Puis on apprécie cette idée-là. C'est que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Puis je trouve ça génial aussi parce que tu parlais d'offrir des produits frais puis de qualité à des populations vulnérables qui, normalement, par le biais de banques alimentaires ou autres, des fois, ce qu'ils vont se faire offrir comme produit, c'est des restaurants épicerie, puis c'est génial, merci de le faire, mais qui sont pas nécessairement des produits de première qualité, tu sais. Puis là, moi, je trouve ça cool parce que tu parles de produits qui vont être bio, qui vont être frais, de bonne qualité. Puis ça va être offert à eux. Moi, je trouve ça vraiment cool. Vraiment. Puis, tu sais, non seulement ça, c'est que, tu sais,
souvent, tout dû à la pauvreté, à la précarité. Le fait de ne pas accéder justement à de la bonne bouffe fait que tu ne manges pas de la bonne bouffe, tu peux pas autant partager ce plaisir-là. Fait que ça devient aussi des fois un peu un cercle vicieux, tu n'as pas beaucoup. Puis, en tout cas, fait que moi, je trouve ça d'autant plus merveilleux que je trouve que ça leur permet d'accéder à une richesse autre que monétaire. C'est ça. Mais moi, ça m'amène à penser des fois que je pense à ça, je me dis, on a cueilli des tomates qui étaient, à point, juteuses, fantastiques, goûteuses. Puis on amenait ça, disons, à un organisme comme Benoît Lab, où ils font vraiment des sandwichs, t'es là aussi, où ils fournissent la nourriture vraiment directement aux personnes qui sont là, qui n'ont vraiment besoin, qui ont faim, pour de vrai. Puis là, j'imagine la personne croquer dans son sandwich, puis goûter cette tomate-là, qui est... ça dépasse. On va perdre des étoiles dans les yeux. Non, c'est ça, c'est pas... On est loin du Big Mac. Non, mais... Puis moi, c'est exactement ça l'idée. C'est pourquoi des populations au monde entier ne mangeraient pas la même chose. Exact. Même pour revenir à l'idée, pourquoi pourquoi pas tout le monde mange? Ben oui. C'est une aberration totale, ça. Bon, on pourra en reparler un peu plus tard, mais c'est ça. Parce que sur ça, on a vraiment envie d'entendre aussi c'est quoi que tu faisais donc avec Alvéole. Peux-tu nous revenir en détail sur le projet et nous l'expliquer? Oui, mais avant tout, je suis vraiment inspirée par ton projet. C'est tellement beau tout ce que tu fais. Merci. Mais je suis pas tout seul. Hein? On est plein de monde. J'ai des jeunes avec qui on embarque. L'idée est là. Non, mais c'est ça, l'idée est là. Puis elle va continuer, l'idée, parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça que je me dis. Merci. Bon, oui. Alors, je vous parle un peu du projet dont j'ai travaillé. Alors, il s'appelle Miel de Bono. C'est un projet qui s'est fait avec Alvéole et l'Accueil Bono. Puis, l'idée, c'est qu'on est avec un groupe de personnes à risque d'itinérance où on fait de l'apiculture urbaine pendant toute une année. C'est avec le but de réinsertion sociale, mais on va vraiment juste donner un espace où, à travers les abeilles, il y aura des intervenants qui pourront, eux, faire de l'intervention. Nous, on donne plus juste cet espace de relation avec les abeilles. Oui, alors on se rencontre 2 fois par semaine pendant tout l'été avec un groupe d'à peu près 6 à 8 personnes. OK. Fait que c'est quand même un petit groupe assez limité, là. On peut pas arriver à un groupe de 24, j'imagine, autour de des ruches, là. Non, ça devient plus compliqué, surtout si tu veux que tout le monde puisse mettre les mains dans les ruches. Il y a beaucoup de défis aussi à travailler avec des abeilles, alors le moins de personnes qu'on peut être, des fois, ça rend tout plus facile puis plus intime aussi. Oui, c'est le fun, ça. Puis je me demande, est-ce que c'est vraiment plus dans une perspective justement de, comment je pourrais dire, où est-ce que justement la personne travaille avec les abeilles, puis là il y a de l'intervention qui est faite avec elle pour l'aider dans ses objectifs et tout, ou c'est vraiment pour leur donner une formation apicole puis qui aille, mettons, sur le marché du travail en apiculture? Pas vraiment. On n'est pas en train de former des apiculteurs comme tels. Eux, ils connaissent beaucoup sur les abeilles, puis beaucoup sont capables de faire après de l'apiculture. Il y a certains qui sont allés aider des amis qui voulaient commencer des ruchers, puis c'était eux qui leur apprenaient. Mais le but du projet comme tel, c'est pas vraiment qu'ils deviennent des apicoles, mais plutôt juste qu'il y a un espace pour qu'ils puissent apprendre sur les abeilles. Wow, merveilleux. C'est vraiment cool. Puis, c'est quoi, mettons, la tranche d'âge, le monde qui viennent justement chez vous? C'est comme environ? C'est varié, mais normalement, on a eu beaucoup de gens plutôt âgés. Cool. Ouais, plus des adultes âgés. L'Accueil Bono, il travaille juste avec des hommes, alors c'était tout le temps des hommes, mais ouais, je connais pas leur âge, alors je vais pas non plus dire, mais je dirais qu'en haut de la quarantaine. OK. Ah, wow, c'est cool. Puis justement, ces hommes-là qui probablement n'avaient jamais comme vraiment été proches de ruches, comment ils réagissent à tout ça? Genre, est-ce qu'ils capotent, ils ont peur, ils paniquent? C'est quoi un peu leur réaction? Oui, c'est tout un processus. C'est ça ce qui est beau d'être avec quelqu'un pendant toute une saison. Au début, ils ont beaucoup de peur. C'est très intimidant. Quand tu ouvres une ruche, il y a tellement d'abeilles qui sortent, puis tu penses qu'ils vont te piquer. On a beaucoup de préjugés aussi envers les abeilles, comme quoi c'est dangereux, tu sais. Oui. Puis on ne travaille pas avec beaucoup d'équipements. On travaille avec des abeilles assez douces, mais aussi avec l'idée qu'il faut être très doux dans la façon que tu travailles avec elles, puis être beaucoup à l'écoute. Alors, elles se communiquent souvent avec toi à partir des piqûres aussi.
les abeilles, elles meurent quand elles piquent. Alors, elles sont pas... Comme elles ne sont pas en intérêt à mourir, elles ne sont pas en intérêt à te piquer, elles vont juste le faire vraiment quand elles se sentent menacées. Alors, des fois... Désolée? J'ai dit excuse, en dernier recours. Oui, exact. Alors, si tu travailles un peu brusquement, tu vas écraser quelques abeilles, puis c'est là où elles vont sentir les dangers et elles vont commencer à te piquer. Mais si tu écrases pas des abeilles, elles vont pas capoter, puis elles vont pas te piquer. Alors, c'est aussi apprendre à travailler plus lentement, à ralentir, à prendre conscience des mouvements, prendre conscience des odeurs. La ruche, elle change des odeurs. C'est très sensoriel, le travail. C'est incroyable, l'odeur quand tu ouvres une ruche. C'est l'odeur qui t'arrive, c'est fantastique. Oui, puis même quand il y a du danger, il y a une odeur spécifique qui sort qui ressemble beaucoup aux bananes. Oui, exact. Ah ouais, pour vrai, man. Ça sent les bananes. Wow. Alors, quand tu commences à reconnaître ces genres de choses, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis des fois, c'est la météo, mais des fois, c'est juste la façon avec laquelle tu arrives dans les ruches. Alors, il y a beaucoup cette réflexion sur soi, puis comment toi, tu es avec les abeilles. Wow. Alors, c'est très, très spécial. Ben oui, puis je trouve ça malade aussi, comme la démarche de prendre conscience de son corps, de son état d'esprit, comme tu dis, j'imagine, parce que de ce que je comprends, les abeilles, la ruche, c'est vraiment un être assez sensible justement aux changements, aux attitudes, à qu'est-ce qu'on dégage. Fait que de reprendre contact avec ses sens, de sentir, de se sentir nous-mêmes dans l'état dans lequel on arrive pour être bien avec les abeilles, c'est un super beau médium là, pour justement se redécouvrir en tant que personne, je pense. C'est... Wow! Ouais. Puis justement, les gens qui, quand ils finissent, admettons, leur formation avec vous, c'est quoi les commentaires qu'ils vous donnent, admettons, en général, pour le fun? Oui, l'année passée, puis l'avant passée, on a fait comme un retour sur la saison. On a fait une activité où chacun nous disait un peu qu'est-ce qu'ils avaient appris. Puis c'était très divers. Pour beaucoup, c'était un point d'inspiration. Pour eux, c'était comme, moi, ça m'inspire à aller droit dans la vie. C'était comme ça qu'ils l'avaient écrit. Okay. Pour un autre, ça lui a aidé à mieux interagir avec son chat. Parce que des fois, il se faisait piquer, puis son chat arrivait, puis il allait les lécher dans là où il avait été piqué. Pour d'autres, ça a inspiré à créer des ruches. Alors, il y a un des participants qui veut faire une ruche plus accessible aux personnes qui ne peuvent pas prendre beaucoup de poids, qui sont la ruche kenyenne, qui est comme horizontale au lieu d'être verticale. Elles sont plus difficiles à voir ici à cause de l'hiver, mais lui, il a fait tout son design, puis il a tout essayé de créer pour que cette ruche-là puisse survivre l'hiver. Alors, c'est un projet qui va commencer cette année. Alors, il y a beaucoup d'inspiration qui sort de ces projets-là pour chaque participant. Ah, mais écoute, c'est très cool. C'est un super beau projet. C'est très inspirant. Oui, vraiment. Puis moi, justement, là, on comprend qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous passionne. Ben, c'est quoi un peu les objectifs de tout ça? J'aimerais savoir aussi, vous, en tant qu'humain derrière, qu'est-ce qui vous a apporté là? C'est quoi un peu votre parcours, tu sais? Puis je sais, Hervé, je te connais un peu plus. Je sais aussi que tu as un parcours vraiment... éclaté, là, où tu es allé à beaucoup d'endroits, tu as fait beaucoup de choses. J'aimerais ça aussi, en premier, si ça tente, que tu m'en parles vraiment, même. Tu sais, tu peux aller jusqu'à ta jeunesse, parce que je pense que tu habitais proche ou sur une réserve. Donc, oui, oui, j'habitais sur une réserve indienne tout jeune. Okay, mais ça pas. Mes parents enseignaient, c'était à Romaine. Okay. Puis par la suite, j'ai habité sur la Basse-Côte-Nord. Mais ça fait partie de ma petite enfance. Ouais. C'est pas là que j'ai eu un lien avec l'agriculture en tant que telle, mais j'ai eu un lien avec la nature. Ça, c'est sûr, avec la nature. L'été, on était sur les îles au large, puis on était tout nus, façon de parler, quand il faisait pas trop froid. Mais tu sais, on avait cette liberté-là qu'on peut avoir. Mais c'est ça, mais le lien avec l'agriculture, ça vient vraiment, c'est quand on est revenu à Québec en tant que tel, puis on a décidé d'aller habiter sur l'île d'Orléans pour une raison, parce qu'en ville, c'était assez intense, disons, parce qu'on arrivait d'un autre monde totalement. Puis on a décidé de retourner un peu sur le bord de l'eau. Mais c'est vraiment là, j'étais vraiment pas vieux, mais c'est vraiment là qui a été je te dirais la piqûre, là. Non, mais qui a été l'élément déclencheur où je me suis dit, wow, moi j'aime beaucoup l'agriculture. Il y avait un fermier, j'habitais à Saint-Jean-l'île d'Orléans, puis là, tous les jours, j'allais voir un fermier qui habitait en haut sur les plateaux. Puis c'était un vieux garçon qui habitait avec sa mère, tout ça. Puis j'étais vraiment jeune, puis là, j'y allais. Puis là, je me souviens du chemin de terre, puis je me souviens des odeurs, je me souviens des couleurs, puis je me souviens de tout ça.
Puis là, j'étais tout jeune, mais j'avais je vivais une sérénité déjà à cet âge-là. Puis là, j'ai compris que déjà, j'aimais ça. Wow. Je le sentais vraiment. Puis, bon, ça a duré un temps. Au moins, tu t'en vas. Mais encore aujourd'hui, je pense à ce que j'ai vécu tout jeune. Puis c'est très, très présent. C'est encore fort. C'est ça. Il y a un phénomène là, qui appelle, je pense, la Madeleine de Proust ou quelque chose de ça. Je sais pas. Comme quoi, quand on est jeune, comme ça, des histoires de sens, là, mais c'est ça. l'odeur, les couleurs et tout, puis que ça automatiquement, ça vient vraiment catcher des vieux souvenirs, puis comme c'est puissant, là. Tu sais, avant de pas... En entrevue, je pensais à ça un peu. Puis là, je me souviens des couleurs quand je descendais le chemin de terre. Puis là, je voyais le fleuve, puis je voyais les Appalaches. Puis là, je me dis, waouh, hey, j'étais pas vieux, 6, 7 ans, 8 ans, je sais pas trop. Puis ça me reste marqué, puis c'est toujours là, toujours présent. Ça fait que ça, c'est un peu, je crois, l'élément déclencheur qui me dit, oui, moi, je me sens bien dans ce milieu-là. Là, c'est certain que là, moi, le secondaire, c'était pas ma tasse de thé. Bon, ni même de café ou quoi que ce soit, ça m'intéressait pas. J'étais pas faite pour être assis. J'ai jamais été faite pour être assis non plus. Ça fait que la vie m'a amené à d'autres choses. J'étais allé travailler, etc., etc. Mais c'est toujours resté là. Je me souviens, quand j'étais jeune, je parlais avec des chums, là, les premiers appartements qu'on a, puis « on va trouver une terre, puis on va habiter ensemble. » Tu sais, la pensée un peu magique. On va créer des jardins, puis etc., etc. Mais la vie fait en sorte que des fois, les choses sont différentes. Il y a certains projets qui se réalisent, mais c'est pas tout le temps le cas. Ça fait que... Mais par la suite, bon an, mal an, je suis allé faire une technique en agriculture. Puis, oui, je suis allé faire ça à Alfred, en Ontario. Mais vu que je suis pas apparenté, tu sais, mes parents n'ont pas de ferme, tout ça, c'était pas... J'étudiais avec du monde qui allait reprendre des fermes laitières, qui allait reprendre des grandes cultures et tout et tout. Mais moi, j'avais pas ça. Puis là, c'est là que j'ai été intéressé par l'apiculture. Là, je me dis, je vais aller faire un stage en apiculture. Mon grand-père a eu des ruches, mon père avait des ruches. C'était un peu l'idée, mais c'était pastoral. Ça fait que là, ça a été un stage extrêmement difficile. Parce que c'est l'apiculture qu'on travaille sur le terrain, mais c'est dur, là. C'est lourd. Quand tu travailles pour un très, très gros apiculteur aussi, là, tu travailles de nuit, tu fais des transhumances de nuit, puis là, de jour, mais tu travailles dans les ruches, tu travailles dans le couvain. Pour le bien du podcast, quand tu dis la transhumance, c'est... Ça, c'est de déplacer des ruches d'une ressource à une autre. On fait la même chose avec des chèvres, des moutons, on appelle ça une transhumance. Oui, c'est ça, exactement. Puis, mais c'est ça. Là, ça a été un stage qui était comme un échec un peu. Pour de vrai. Tu le ressentais comme tel ou c'est moi, vraiment il y a des fois, il y a des expériences qui ne marchent pas, puis j'ai décidé de m'en aller. J'ai décidé ce stage-là. Je ne l'ai pas fini, je suis parti. Puis là, je suis allé faire d'autres choses. Je suis allé, comme ma vie de jeunesse, planter des arbres une bonne couple d'années, puis m'amuser, puis tout ça. Mais c'était comme un échec que j'avais de la misère à accepter. Ça veut dire que ça me restait toujours. Ça me restait toujours en dedans. Puis j'ai décidé, à un moment donné, de revenir à ça. Puis j'ai décidé d'aller plus loin. Ça veut dire que là, j'ai tout mis mon énergie. Tu sais, j'étais rendu, à 27 ans, 28 ans. J'ai tout mis mon énergie à aller vers ce milieu apicole-là qui m'avait fait un peu mal, mais que j'avais adoré, mais que j'avais pas mis à terme. C'est ça l'idée un peu. Ça t'est resté. Puis là, c'est là que... C'est pour ça que les jeunes aussi, en insertion, tout ça, on n'est pas obligé d'être prêt ou n'importe quoi, mais ça vient de là aussi. Il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des affaires de même. À un moment donné, il faut aller à ses rêves. C'est un peu ça l'idée. Totalement. Bon, ça fait que, oui, j'ai fait un bac en biologie. Les abeilles étaient omniprésentes dans ma tête, dans mes réflexions, etc., etc. Je suis allé me former avec des très bons apiculteurs au Québec. Parce que tu as fait ton bac en bio, mais tu t'es-tu spécialisé comme à un moment donné pour les abeilles, justement? Bien, je me suis spécialisé. C'est que toutes mes idées étaient par rapport à ça. C'était dirigé sur ça. Ça veut dire, après, je suis allé rencontrer des éleveurs de rennes, puis c'est là que j'ai commencé à triper là-dessus, puis la sélection massale, etc., etc. Ça a été vraiment un gros trip pour moi. Mais... c'est ça, la vie m'a amené là. Exactement. C'est un peu ça. C'est un peu tout mon milieu, agriculture. Mais il y a un autre facteur qui est très essentiel, qui revient, qui explique où je suis présentement.
je me souviens, j'avais 23 ans, je revenais de la Colombie-Britannique, j'avais planté une saison vraiment tôt. Puis je ne m'attendais pas à revenir au Québec. Mais je reviens au Québec. Puis là, il y avait un monsieur qui s'appelle M. Bourgeois. M. Bourgeois, c'était un ancien missionnaire, d'une certaine façon, qui avait travaillé toute sa vie au Nicaragua, puis qui avait décidé qu'il y avait une ferme ici, on était dans l'Outaouais, puis qui voulait faire un projet agro-touristique. Ah ouais. Puis moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis M. Bourgeois, il avait engagé plein de jeunes du village, c'était à Cantley, pour travailler sur sa ferme. Puis là, il me dit, puis là, je suis arrivé, puis il me dit, bon, ça te tente-tu d'être le coordonnateur du projet maraîcher? Ah ouais, wow. Là, j'avais 23 ans, puis là, j'ai fait, oui, pourquoi pas? Let's go. Malade. Puis ce monsieur-là, j'ai eu la chance de continuer mon expérience avec lui. J'ai suivi des cours sur les plantes médicinales avec, j'ai suivi des cours, on est allé à Papineauville, en tout cas, on voyageait ensemble. Wow. C'était un bonhomme vraiment extraordinaire. Wow. Puis ça m'a amené le fait que c'est ça qui m'a amené à faire les projets qu'on fait présentement. C'est un peu son exemple à lui, son énergie de travail, sa volonté de vouloir... Est-ce que ça marche? Oui, vraiment, l'idée, c'est ça. Ah, c'est merveilleux. Puis moi, je me demandais... Grosso modo, c'est ça, oui. Ben, c'est ça. C'est trippant. Ouais, c'est très trippant. Je pense que c'est un beau parcours. Puis c'est le fun aussi, tu sais. Ça illustre bien, je pense que, en tout cas, souvent dans la vie, tu vas un peu à gauche, à droite, avant de revenir vers qu'est-ce que ton cœur veut véritablement, mettons. Mais est-ce que toi, tu penses que jusqu'à un certain degré, justement, tout l'aspect communautaire, c'est un peu en lien aussi avec comme le fait que tu as grandi sur une réserve ou c'est un peu tiré, pas c'est vraiment tiré. mais c'est correct. C'est parce que ça a été un temps. Je me souviens, ça a été où mes parents étaient extrêmement heureux. Là. C'est une période où mes parents étaient extrêmement heureux là-bas, puis probablement que j'en ai profité de cette façon-là. Non, le milieu communautaire, ça vient de ma mère. Ma mère était dans le communautaire vraiment, vraiment fort. Elle, c'était sa passion. Elle travaillait en santé mentale beaucoup. Puis à un moment donné, il y a eu les... comme tous les hôpitaux, à un moment donné, qui ont pitché le monde. Oui, c'est ça, qui ont fait du lest. Puis elle avait une OBNL, ça s'appelait la Chaumine. Puis elle les recueillait toutes. Wow. Tu sais, c'est comme, moi, quand j'étais jeune, c'est une auberge espagnole. Certaines parties de ma vie, tu avais du monde, puis c'était du monde flyé, vraiment. Puis ça, c'est vraiment le côté communautaire. Mais le côté communautaire, pour moi, c'est que je fonctionne bien là-dedans. Ça me permet d'avoir la liberté que j'ai de besoin. Ça me permet de mettre à profit ma création. Ces affaires-là, c'est beaucoup plus... une certaine liberté dans tout ça. Là, exactement. Wow. Puis oui, ma mère a été dans le communautaire à peu près toute sa vie. Puis c'était cool. Là. Oui, c'est ça. Ça sent. Là, on sent que c'était le fun. Là, puis que c'était Puis c'est un peu ça. Tu sais, moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des jobs. Je suis allé voir... j'ai travaillé pour des entreprises comme l'Alcan. J'ai travaillé pour des gros producteurs de canard. Je me suis permis de voir plein d'affaires. Puis là, je sais, je commence à être d'un âge. Je suis encore jeune, mais là, je sais que je suis à bonne place. Je sais que ce que je fais, puis j'ai plein de références autour de dire « Wow, là, je suis rendu, puis je fais exactement ce que je veux faire. » C'est ça que je fais. Alléluia. Mais non. Puis toi, je parle beaucoup, hein? Ben, oui, mais c'est super intéressant. Pour vrai, j'adore ça. Puis, mais j'aimerais ça aussi savoir, toi, Laura, tu sais, qu'est-ce qui t'a apporté? Parce que Laura, toi aussi, tu as un bac, dans le fond, en bio. Oui. C'est quoi qui t'a amené là? C'était quoi un peu? Est-ce que c'est dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a... C'est ça, qu'est-ce qui t'a amené? Oui, mais je pense que tout vient aussi à l'enfance. Moi, j'ai grandi en Colombie, puis je suis immigrée ici quand j'avais 15 ans. Wow. Et mes souvenirs les plus heureux en Colombie étaient tous en nature, avec la pluie, l'humidité. Moi, j'adore l'humidité, la chaleur, ça me rappelle beaucoup à mon enfance. J'ai beaucoup les souvenirs des fourmis qui prenaient des petites feuilles dans leur dos puis les amenaient tous dans leur nid. Puis moi, j'ai regardé pendant des heures toutes les fourmis passer un après l'autre. Alors, je pense que tout ça a amené beaucoup d'amour pour la nature. Puis quand je suis arrivée ici, pour moi, l'immigration était très, très difficile. J'ai eu beaucoup
de temps à comme, me réconcilier avec ça, puis avec être à Montréal. On était loin de l'humidité et de la chaleur. Oui, de tout froid. Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps. Mais c'était un peu la nature qui m'a beaucoup aidée à reconnecter. Oui. C'est ici que j'ai découvert le camping, puis être dans les lacs, nager dans un lac. Puis il y a beaucoup de paix qui se trouve ici en nature. Il y a quelque chose de très calme et harmonieux. Comme en Colombie, c'est la forêt tropicale, alors tu penses pas nécessairement toujours à la paix en calme, nature. Tous les bruits, les animaux. Ouais. Puis c'est un pays qui a été aussi en guerre, alors c'est beaucoup, la jungle est beaucoup associée à l'insécurité, tandis qu'ici, la forêt était la sécurité un peu pour moi. Puis j'ai étudié biologie à partir de ça parce que j'étais en amour avec la nature. Mais une fois j'ai fini mon bac, je me suis dit non, je reviens en Colombie, je dois retourner, me réconcilier aussi avec cette partie-là de mon identité. Puis je suis restée là 2 ans. J'ai travaillé en biologie puis aussi comme enseignante. Des gros défis. Nice. Mais c'était tout le temps. Puis je pense que pour moi, ça a toujours été très important d'être en contact avec les gens. La biologie, des fois, elle peut nous éloigner beaucoup des gens. Quand tu rentres vraiment dans la recherche pure et dure, tu perds un peu ce contact avec la communauté, puis avec la valeur qu'il y a toutes ces recherches pour les gens. Alors, j'ai retourné ici au Canada. Je suis allée au Yukon. J'ai travaillé un petit peu là-bas. Oui. Ouais. Mais c'était vraiment beaucoup de recherches, puis pas de contact avec les gens. Puis je me suis dit, non, je dois retourner à Montréal. Je dois me réconcilier cette fois-ci avec Montréal. Et je dois travailler avec quelque chose qui a de la nature, puis des gens. Et je me suis retrouvée chez Alvéole avec les abeilles, puis ces projets-là avec la Cubono. C'est vraiment beau. Je trouve ça le fun de voir que chacun dans votre parcours, on le sent, là, c'est ça, la connexion avec les gens est super forte, mais la connexion avec la nature, c'est comme ce qui était vraiment primaire. Puis de voir que finalement, c'est ça que vous allez offrir à du monde. C'est vraiment ça. C'est fou, c'est fort, C'est la première fois que tu ouvres une ruche. On parle de la première fois que tu as la chance d'ouvrir une ruche puis de voir tout ça. Juste les frais hormones que ça peut dégager, juste l'énergie. Quand tu en ouvres 2000, façon de parler, quand tu travailles toute la journée là-dessus, là, c'est assez intense. Puis de travailler avec un insecte sociaux, c'est fantastique. Là. C'est vraiment... C'est une chance. C'est un monde qu'on ne connaît pas. C'est des énergies qu'on partage ensemble, mais c'est très proche. Tu sais, une ruche, moi, ce que ça me fait, c'est là où je suis le plus calme. C'est là où ma longueur d'onde, nécessairement, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, où je suis vraiment zen. Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le choix, parce que sans ça, je peux la déranger. Puis tout ça, je deviens... comment dire? C'est ça. Un autre mode d'onde. Exactement. Ça, c'est pour ça que... Les temps s'arrêtent. Tu vois plus. C'est très important, ça. Mais tu sais, juste pour... ensemble, on avait été un moment donné à Saint-François-du-Lac, je pense. Puis c'était la première fois qu'avec le groupe Je cultive mon avenir, on allait ouvrir une ruche, justement. Puis c'était un feeling vraiment particulier. Pour vrai, j'étais arrivé là comme ça, un peu avec la nervosité. J'étais comme, tu sais, je sais pas à quoi ça ressemble, beaucoup d'abeilles. Finalement, j'avais décidé de pas mettre les gants non plus. Puis là, vraiment d'ouvrir la ruche à main nue et tout. Puis, mais il y a vraiment cette espèce de feeling-là, la vibration aussi en tant que telle, tu sais. Une ruche. Le son, puis la vibration que ça dégage. Puis même là, la population était vraiment comme plus petite qu'en plein été. Mais même à ça, il y avait quand même une vibration, puis un son qui se dégageait de ça. Puis pour vrai, moi-même, à un moment donné, on dirait que comme naturellement, genre, il y a une espèce de moment, tu sais, de sérénité, là, où ce que, tu sais, tout, on dirait, venait se calmer. J'étais moins dans la pensée, j'étais en plus dans l'action, puis je vivais ça, tu sais. Ouais, tu dois être présent, comme tu peux pas être ailleurs, parce que si tu es ailleurs, elle te les font savoir. Assez vite. Je pense que c'est ça, le monde avec qui tu travaillais, qui vivait au fur et à mesure que les semaines passaient, puis tout ça, il y a quelque chose de très zen, là, de très serein, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis c'est des défis aussi. À un moment donné, oui, ça peut être épeurant, mais tu dis, gars, j'ai passé à travers ça, puis c'est un défi, puis je suis encore plus sensible. C'est ça. Oui. Ouais, tu deviens vraiment
empowered. Je pense que ça, c'est un très bon mot. Parce que tu fais face à la peur d'un côté, mais tu vois aussi tous les changements dans une saison, tous les changements dans une ruche, puis que tu peux faire partie de ce processus-là. Comme les abeilles, elles font tout le travail, mais que tu peux guider un peu, puis sur ça, c'est quand même très beau de travailler en compagnie avec elles. Moi, je pense qu'on continue dans ces projets-là. Ouais. On en fait plus. Ben, je vous le souhaite, puis je nous le souhaite parce que c'est vraiment cool. En plus, encore plus en ville, tu sais, là, on parlait d'aller catcher une espèce de sérénité dans une métropole où, tu sais, des fois, juste à être dans la ville, t'as l'impression que tout va trop vite. Fait que j'imagine de pouvoir, tu sais, moi je l'ai pas vécu, là, puis comme j'ai envie de le vivre, là, en vous parlant, mais de se sentir comme... de revenir à une espèce de paix et de sérénitude, comme vous le dites, dans une métropole où tout bouge vite, ça doit être vraiment spécial, là. Puis, j'aimerais ça aussi revenir sur le fait, je vais en profiter, on a 2 biologistes ici là, qui sont là. Puis, tu parlais justement de travailler comme en compagnie avec les abeilles. Moi, ça me faisait penser un peu aussi au fait de comme la coopération, tu sais, coopération entre espèces, coopération entre les humains. Vous, de votre point de vue de biologiste, justement, c'est quoi qui prime, admettons, entre la coopération et la compétition? Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde de compétition, là, tout le temps en train de compétitivité. Puis, j'aimerais ça que vous me parliez un peu du potentiel de la coopération puis du rôle que ça joue dans les projets communautaires. Ça. C'est une grosse question. Bon, mais ça fait partie, mais en écologie, la base, c'est on travaille avec des concepts de compétition, des concepts de prédation. Beaucoup en écologie, c'est ça la base. On s'aperçoit il peut y avoir du mutualisme, etc. aussi. Mais c'est des concepts qui nous amènent à comprendre un peu comment on marche aussi. Puis ça nous aide, quand on étudie l'écologie, entre autres, ça nous aide à comprendre les mécanismes entre les espèces, puis entre les différentes espèces, puis entre la même espèce aussi intra- puis interspécifique. Puis moi, ça a été très important pour moi. Puis ça m'a permis de me mettre un peu dans... de me mettre, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi aussi. OK, pourquoi il y a des riches, puis pourquoi il y a des pauvres. Puis pourquoi, moi, il faut que si tu arrives sur mon territoire, moi, je te sors de mon territoire, puis tout ça. Puis c'est un peu pour ça que je te l'ai étudié là-dedans. Je ne suis pas allé extrêmement loin, je ne suis pas allé en mathématiques, puis de faire toutes des formules, mais j'avais besoin de connaître ça, puis d'en prendre conscience. Mais de prendre conscience aussi, puis de comprendre qu'à un moment donné, ce qu'on a à faire, c'est de coopérer. Tu sais, les modèles mathématiques le prouvent, là. Tu sais, c'est la coopération. Ouais, c'est ça, la coopération de dilemme du prisonnier. Exact. En fin de compte, c'est ça, la coopération fait en sorte que tu vas être gagnant-gagnant au bout de la ligne. Puis c'est ça qui arrive. C'est que nous autres, en tant qu'êtres humains, la coopération, on a juste ça à faire. C'est ça que je crois. Je vais te faire le dilemme du prisonnier, c'est quoi? Moi, je suis moins familier avec le dilemme du prisonnier. Moi, je suis familier avec John Nash. Non, oui, Nash, oui, c'est le film Beautiful Mind, en tout cas. Oui, c'est des formules, je pense, en économie, mais qui peuvent être associées. C'est la même chose en écologie aussi, etc. Ça fait longtemps, là, ça fait 15-20 ans, j'ai fait ça, mon bac. Nice. Mais l'idée est là. C'est que l'idée de la coopération va faire en sorte que tu vas être gagnant-gagnant. Exact. Ouais, c'est ça. Au final, je sais que, mettons, juste pour reprendre l'idée du film, tu sais, si t'avais comme plusieurs filles, mettons, au final, puis un groupe de garçons, exactement le même groupe, si tous les gars, mettons, se dirigeaient vers la fille la plus belle, dans le fond, les intérêts allaient comme être contraires. Fait qu'à un moment donné, ils allaient se piler dessus, puis ils allaient eux-mêmes réduire leur chance à tous de pouvoir accéder à ce qu'ils voulaient parce que c'était vraiment dans un concept de compétition. Fait qu'ils allaient se nuire mutuellement pour arriver en premier, mais finalement, ils allaient nuire à toutes leurs chances globales de réussir versus que s'ils s'entendaient tous d'abord sur quel était leur objectif, là, il y avait une possibilité de pouvoir coopérer puis que chacun puisse aller chercher qu'est-ce qu'il avait besoin. T'sais. Fait que l'exemple des filles puis tout, c'était vraiment du film, là. C'est pas moi qui arrive avec ça, mais ça fait comprendre ça illustre le principe. Merci. Ouais, puis moi aussi, je voudrais juste ajouter ce que je trouve intéressant aussi beaucoup quand on pense à la biologie puis à la compréhension de la nature, ça vient toujours dans une vision aussi très culturelle. Alors des fois, on est très attiré par cette idée de compétition puis on voit ça dans la nature partout. Mais si on regarde plus avec des détails, dans la ruche par exemple, c'est quelle la coopération? On appelle la ruche un super organisme parce que
une abeille toute seule, elle ne pourrait pas vivre. Elle a besoin, tous ont besoin une de l'autre pour pouvoir survivre. Et toute la façon dont la ruche est organisée est de telle façon où tout le monde a un rôle à jouer, mais une entraide qui se fait constamment pour que ça marche. Puis même le processus décisionnel, ils doivent prendre des consensus avec la danse pour trouver une nouvelle maison. Alors c'est comme, tout est très... tout est très dans la vision d'une famille, d'une équipe, d'une communauté. Ouais. Wow, c'est vraiment beau, puis je trouve ça vraiment inspirant parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, dans notre société où j'ai l'impression que l'individualisme prime de se dire que finalement, tu sais, on aurait tellement intérêt à collaborer, à se réunir en tant que communauté, puis à vraiment, tu sais, prospérer de cette façon-là. Je trouve ça... le potentiel me paraît fou. Ben oui. Ouais. Puis justement, dans ce sens-là, vous, c'est quoi que vous pensez que ça a comme potentiel, justement, les projets communautaires? L'effet que ça peut avoir, justement, sur les communautés, sur la société? Présentement, avec ce qu'on vit, c'est le tissu social. La communauté, le communautaire supporte tout ce qui se passe, supporte le monde qui sont plus fragiles, supporte au niveau même des banques alimentaires. On est rendu à penser qu'on n'est pas capable de manger tout le monde. Moi, c'est une aberration pour moi. Ça, c'est de base, on ne devrait même pas penser à ça. Ça devrait être quelque chose de complètement réglé comme... d'emblée. C'est ça. Mais bon, on est tous là-dedans, mais là, c'est ça, parce qu'il y a tout le temps de l'hommerie, tu sais. Tu sais, l'hommerie où, tu sais, moi, ma valorisation, c'est t'as des beaux souliers, moi, je vais me valoriser parce que je vais avoir des aussi beaux souliers que toi. À la limite, mais ça, on se fourvoie là-dedans, mais sauf que c'est ça l'hommerie, mais en réalité, le tissu social, c'est vraiment tous les organismes communautaires. C'est le monde qui travaille des fois à des moindres salaires, puis tout ça, ou c'est du monde qui sont vraiment des fois passionnés, qui font en sorte de supporter ce qui se passe présentement en tant que pandémie, là, entre autres. Il y en a du monde qui ont perdu leur job, il y en a du monde qui vivent des traumatismes, il y a du monde qui sont affectés par ça. Oui, mais c'est pas... Là, présentement, le système de santé va supporter le monde qui sont malades, mais qui va supporter la population? Mais c'est le communautaire avec ses faibles moyens. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça un peu. C'est pas les corporations qui, à un moment donné, qui vont injecter à soutenir ce filet social-là. Mais non, eux autres sont à l'extrême. C'est pourquoi être si riche puis d'avoir des si pauvres dans la même société? Bon, mais le communautaire, c'est pas négligé. Non, c'est vraiment pas négligé. Oui. Puis je pense que c'est ça ce qui nous donne aussi un sens d'appartenance. Là où on est, ce sentiment de... On a quelque chose à donner, puis on a aussi quelque chose à recevoir, puis on le mérite aussi. Alors je pense qu'il y a beaucoup dans le fait de sentir qu'on appartient à quelque chose dans une ville qui est très important. C'est cool ça. Puis j'imagine surtout, admettons, pour des gens qui... Tu sais, quand t'es plus vulnérable dans un état précaire, tu sais, des fois, t'as l'impression d'être laissé un peu de côté, tu sais. Puis là, de retrouver ce sentiment d'appartenance-là par genre des organismes comme vous qui leur donnent un moyen de pouvoir se redéfinir, se retrouver une valeur aussi en tant que personne. Puis je trouve que c'est d'autant plus important parce que, tu sais, un humain, là, tu sais, souvent, là, quand ça va pas bien, t'attends juste ça, tu sais, de pouvoir retrouver ta valeur, de commencer à aller bien. Puis une fois que tu vas bien, puis tu peux comme fleurir en tant que personne, t'épanouir, ben souvent, t'es un bénéfice pour tout le monde. Là. Quelqu'un qui s'épanouit, c'est rare qu'en général, il va être tout seul dans son coin, bien content. Il va partager ça aux autres. Il va transmettre qu'est-ce que lui, il a aidé aux autres. Puis ça peut faire un bel effet boule de neige aussi, j'ai l'impression. C'est un peu ça aussi qu'on pourrait revenir avec les jeunes, ou le monde avec toi, c'est l'accueil Bono, c'est ça? Oui. Bon, c'est la valorisation de soi-même, c'est ta perception de toi par rapport à tout l'ensemble aussi. Ça change de quoi? Puis c'est un peu ça que je veux avec les jeunes, c'est de dire, regarde, on a tous les outils pour se valoriser là-dedans. Il suffit de commencer quelque chose, entre autres, puis de le finir. Ça, c'est une façon. C'est de réussir à commencer et finir quelque chose. C'est une des premières affaires. Tu sais, souvent, je m'aperçois que les jeunes qui arrivent, ils sont tous dans leur tête. En plus, on a les écrans et tout ça. Mais tu sais, la tête, c'est vraiment trop petit.
C'est parce que tu spins là-dedans comme pas d'allure. C'est pour ça qu'on a des projets où on met les mains dans terre, où on met les mains dans les ruches, où on met les mains dans quelque chose qui est vraiment concret. Ça veut dire que là, on sort de notre tête. On est dans l'action. Puis c'est ça que je veux. Puis là-dedans, c'est de te trouver une valorisation. Comme le projet que vous faites, là, c'est hyper valorisant. Ben oui. On est bien. Non, mais c'est vrai. On se couche le soir, puis waouh, c'est bien. Mais moi, dans ma job, là, j'ai trouvé mon créneau où je me sens très valorisé. Puis en aidant les jeunes avec l'expérience, etc., que j'ai. Puis moi, ça me valorise. Le matin, je me lève. Moi, je pense pas à rien. Je suis très heureux là-dedans. Puis je mets l'énergie qu'il faut pour ça. Ça veut dire que c'est ça, cette idée-là que je veux leur amener. Puis entre autres, de sortir de sa tête. D'arriver dans le concret, dans l'action, de planter, puis de récolter et de transformer, et de retransformer encore, et de manger. C'est fantastique. Mais c'est ça, c'est vraiment, là, on est dans le concret. Puis pour revenir, tu sais, moi, c'est ça que je prône. C'est que, moi, comme des cours en agriculture, OK, on prend la moitié des cours en éducation physique, on transforme ça à des cours en agriculture, ça va être aussi profitable. Hein? Tes outils, bouger, ça va être... comprendre leur corps, le poids, non, exactement. Sens, je trouve que ça... Puis, entre autres, là, on sait, on donne aux jeunes le potentiel qu'ils puissent faire des prises de conscience parce qu'ils vont connaître c'est quoi. Parce que quand tu ne sais pas, là, on parlait de ça, tu ne sais pas c'est quoi une carotte ou un steak, là, tu arrives à l'épicerie, si tu manges de la viande, bon... C'est juste une affaire rouge, OK, avec du gras, des protéines. Mais en réalité, c'est ça que ça représente, toi, ta nourriture. C'est ça le lien que tu fais avec la nature. On parlait de ça. C'est quelque chose d'emballé, de suremballé, etc. Non, il faut sortir ça, absolument. Il faut sortir de là, il faut revenir aux bases, puis il faut montrer à nos jeunes, tout petits à jardiner. Il faut que ça soit obligatoire. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais j'y crois. Mais j'y crois tellement. Il faut que ça devienne obligatoire. Il faut qu'on devienne tous des jardiniers. Moi, je crois. Puis qu'on comprenne que toute cette relation-là qu'on avait, puis de comprendre que c'est quoi que ça prend pour de faire une carotte, qu'est-ce que ça prend pour produire un steak. Puis tu peux pas vraiment le savoir. Quand c'est des chiffres abstraits, c'est quand tu l'as devant les yeux que c'est viscéral, que tu le sais depuis que tu es jeune. Promouvoir l'autonomie alimentaire de cette façon-là. Si tout le monde est capable de faire un jardin, si tout le monde a ça dans ses outils de vie, de base, moi je trouve ça fantastique. Totalement. Hein? Si on décontaminait tous les terrains, pourquoi pas? Toutes les petites parcelles qu'on pourrait trouver à gauche, à droite, tout ça deviendrait... On serait plus nécessairement obligé de faire de l'agriculture sur le bout des toits. Non, c'est ça, exact. On réduirait les îlots de chaleur, on réduirait nos villes, qualité de l'air. Bon, on est tous des utopistes, mais pas si loin que ça. Ben, tu sais, je pense que effectivement, là, il y a déjà des petits mouvements qui naissent un peu à droite, à gauche, qui commencent de plus en plus à attirer des gens, à attirer non seulement des jeunes, mais juste de la relève tout court. Moi, j'aime derrière tout ça l'idée de la mobilisation, tu sais. Puis de trouver des moyens puis de reconnecter avec la nature, je pense que c'est certainement le meilleur moyen. Mais de trouver des moyens de nous mobiliser, de nous engager en groupe comme ça, puis Puis tu parlais d'empowerment, puis de nous donner vraiment un sentiment d'empowerment par nos actions au jour le jour. Moi, je trouve ça vraiment... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de quasiment magique là-dedans, là, tu sais. Puis, tu nous en as parlé vaguement tantôt, Laura, mais tu sais, comme tu arrives avec des groupes de 6 à 8 personnes, qui, j'imagine, on doit avoir vraiment du monde vraiment diversifié. Puis de voir, j'imagine tu dois le voir là, dans le temps, l'espèce de groupe qui s'unit puis qui devient une espèce de... Qui tisse des liens. Au lieu d'être plein d'individus, devient vraiment un espèce devient qu'un, tu sais. Est-ce que tu le sens, ça, des fois, pendant la période que tu travailles avec les gens? Oui. Tu commences à voir les amitiés qui se créent. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi avec les groupes que j'ai eus l'année passée puis celle d'avant parce qu'ils étaient tellement en amour avec les abeilles qu'ils allaient à la bibliothèque pendant leur temps libre pour lire des livres ensemble sur les abeilles ou regarder des films sur les abeilles. Alors, c'était quand même un groupe qui était vraiment dédié là-dedans. Mais des fois, il faut aussi aider à créer cette notion de groupe aussi. Alors, des fois, c'était, on fait des ruches à deux. Puis, on va s'entraider. Puis, à deux, on va trouver la reine plus facilement. Puis, on essaie aussi de créer des activités autour des ruches qui peuvent ramener les gens ensemble. Et oui, à la fin, à la récolte,
c'est les moments où tu travailles ensemble. C'est vraiment les moments où les abeilles, on travaille tous ensemble pour faire le miel. Toi, tu travailles avec les abeilles, puis tu travailles avec les autres pour bouger des boîtes assez lourdes. Il y a plein de logistique là-dedans, alors ça mène... Ouais, c'est très naturel, ces mouvements vers les groupes quand tu travailles avec des abeilles. Est-ce que vous avez participé à l'extraction avec les groupes? Avec les gars, on a participé une année, la première année, mais ils s'aimaient pas tant ça. Je pense qu'ils étaient juste trop en amour avec les abeilles. Ouais, c'est ça. Puis c'est très... Mais on les fait manuellement. Alors c'est quand même beaucoup de travail, puis c'est très répétitif. Puis moi, j'adore parce qu'il a encore les odeurs, puis c'est quand même très méditatif aussi, mais eux, ils trippaient pas là-dessus. C'est comme il y avait quoi, l'espèce de feeling de détruire ce qu'ils avaient essayé de construire, quoi, ou je sais pas? Je pense, pour les gars dans cette année-là, je pense que c'était juste... Il n'y avait pas d'abeilles. C'est ça. La magie était plus là, il n'y avait plus les abeilles. Ah, mais cool. Mais je pense qu'on a fait un super beau tour de la question. C'était vraiment intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été si généreux aussi, d'avoir pu parler de votre parcours, de qu'est-ce qui vous animait. Pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé de pouvoir jaser avec vous. Ouais, merci. Fait que, c'est cool. C'est cool. Ouais, vous avez fait du fun? Oui, merci beaucoup. Ça peut être aussi difficile que ça. Ça peut, c'est tout le temps ça. Là, on est obligé de se limiter à 1 heure, mais clairement, j'aurais aimé ça continuer à entretenir une conversation avec vous. Vous êtes 2 personnes vraiment passionnées, puis c'est passionnant. Puis merci. Passionné et passionnant. C'est ça. Voilà. Yes. Merci. Merci aussi à nos auditeurs d'avoir été là puis d'avoir participé activement à écouter cette entrevue-là. Si vous avez aimé ça, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Élevage et Culture. Tous nos épisodes, dans le fond, vont se retrouver là. Également, tous nos épisodes sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Music et Google Podcast. Si jamais vous avez vraiment aimé ça, n'oubliez pas d'aimer la page, partager le contenu, ça va nous donner un bon coup de pouce puis nous aider à faire connaître nos épisodes. Donc, puis je pense en dernier pour terminer, si jamais vous avez vous aussi des gens que vous trouvez qui seraient tripants à venir parler sur le show, écrivez-nous, pour vrai, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous répondre, des invités, de jaser avec eux. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine. Salut.